Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de Sars. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Bonjour à tous et à toutes. Cette semaine, Il était une fois un livre, reçoit Sébastien Guilleux qui est venu nous parler de son troisième roman qui s'appelle Géocrime. Bonjour Sébastien. Bonjour. Donc je dis troisième roman parce que je vous avais reçu pour les deux premiers. Oui. Donc le premier livre qui s'appelait Le fantôme de Romain Stern. Oui, c'est ça. Que vous avez publié en 2017. Le deuxième, c'était La malédiction de l'œil bleu, donc en 2018. Ouais, qui était la suite directe. Du premier, et qui était sous-titré Une nouvelle enquête de Lorraine Hugues. Oui, c'est ça. Voilà. Vous avez quitté Lorraine Hugues ? Eh ben oui, je lui ai fait une infidélité avec ce nouveau roman. Donc oui, je suis parti sur autre chose puisque donc on va en reparler je pense, mais j'ai relocalisé l'histoire à Rennes et ses alentours. Et du coup, je trouvais que Lorraine ne pouvait pas forcément venir à Rennes et je me suis dit on va partir sur des nouveaux personnages et une intrigue totalement nouvelle. Vous pouviez la délocaliser, hein ? Oui. Vous allez donner un coup de main ponctuel. Je l'avais déjà fait un petit peu sur le deuxième roman, mais là, je suis parti sur d'autres personnages. J'avais aussi envie d'explorer un petit peu d'autres personnages. Donc peut-être qu'on la retrouvera plus tard. Oui, une suite de ces aventures est toujours possible. Parce que c'était une nouvelle enquête, donc après, voilà, on peut... certains auteurs, des fois, gardent un personnage comme ça que l'on retrouve de manière récurrente au fil des livres, quoi. Oui, non, une suite, j'ai déjà une idée de suite en tête, mais voilà, ce ne sera pas pour tout de suite. Une nouvelle enquête, donc, de Lorraine Hugues. Voilà. Alors, dans ce livre, dans les deux autres, il y avait quand même une filiation avec Arsène Lupin. Oui. Vous êtes un fan de Maurice Leblanc. Tout à fait, c'est ça. Là, le seul lien, je dirais, par rapport aux deux autres, c'est qu'il y a quand même une histoire de cambriolage à un moment donné. Oui, il y a du cambriolage, c'est une histoire policière. Mais effectivement, on va dire qu'il y a un peu plus d'éléments personnels. Mais il y a même beaucoup d'éléments personnels dans ce livre-là. J'ai voulu avoir quelque chose de plus personnel, de rester dans le policier, mais d'y mettre beaucoup d'ingrédients personnels dans ce livre-là, notamment sur les lieux, et puis sur la thématique même du livre, qui est le géocaching, qui est une passion aussi que j'ai, et que je pratique régulièrement. D'accord. Donc là, ça s'appelle Géocrime. Voilà. Vous auriez pu l'appeler géocaching. Bah oui, en fait, je voulais faire un jeu de mots entre géocaching et crime, du coup, pour rappeler le côté polar policier. D'accord. Donc, et donc ce troisième qui est sorti donc, maintenant, il y a quelques temps, mais bon... Il y a un an, ouais. Voilà, les conditions ont fait que... Voilà, c'est ça. On a été juste avant le premier confinement, du coup, il est sorti. Et bon, ça tombait bien pour toute la communauté des géocacheurs, puisque du coup, comme tous les géocacheurs, donc c'est les joueurs de géocaching, comme tous les géocacheurs restaient à la maison, bah, du coup, ils ont pu quand même s'évader un petit peu avec ce livre. Et continuer de poursuivre leur addiction, parce que... C'est ça. Parce que, voilà, un de vos personnages, est, comme vous dites, est addict. Addict au géocaching, bah oui, puisque c'est une vraie passion. Donc il y a des addicts, moi j'en fais partie, hein, je le reconnais, toutes les semaines, je pratique le géocaching. Oui, c'est une vraie addiction puisque ça permet de se balader, de découvrir, pas d'enquêter, mais de résoudre des énigmes. Au quotidien, on pense au géocaching et dès qu'on va faire une balade, on dit tiens, est-ce qu'il n'y a pas un petit trésor à proximité à trouver ? Voilà, donc c'est vrai qu'on va revenir sur les détails parce que... Alors c'est vrai que moi je ne connaissais pas, hein, mais comme dirait votre lieutenante, il faut que je sorte. Hein, donc comme je ne sors pas,
je lis. Hein. Ouais. Et donc, c'était une manière un petit peu pour vous d'allier deux passions, C'est l'écriture ça. et le géocaching. Quoi. Je me suis dit que c'était... voilà, j'avais envie de créer un mystère autour du géocaching et de faire découvrir ça à d'autres gens, même si ça se démocratise depuis quelques années. Et puis, effectivement, de l'allier à ma passion du roman policier. Et d'allier justement le faire contre mauvaise fortune bon cœur et d'utiliser aussi le confinement. Voilà, après le confinement, les gens ont pu lire ce livre pendant le confinement et en profiter. Donc ce sera aussi peut-être l'occasion de refaire un autre roman autour de... Pourquoi pas, autour du géocaching, pourquoi pas. J'ai quelques idées aussi, peut-être pas policier, voilà, ce sera peut-être une occasion. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que je suis en train de travailler sur une nouvelle autour du géocaching, puisqu'il y a un ami géocacheur qui a lancé un concours de nouvelles autour du géocaching, et on doit rendre notre copie pour le 15 avril. Donc c'est en cours d'écriture actuellement. Donc voilà, donc certainement qu'on aura l'occasion de relire des choses autour du géocaching, c'est probable. Du géocaching. Alors, est-ce que alors c'est assez récent ou ça vient des États-Unis? Ça vient des États-Unis, ça a 10 ans, enfin, c'est un peu plus de 10 ans, c'est arrivé il y a 10 bonnes années chez nous. C'est arrivé en 2010, je crois, en France, et ça doit être un peu plus vieux, ça doit être en 2007 aux États-Unis ou quelque chose comme ça. J'ai plus la date exacte, mais c'est arrivé vers 2010 en France, et donc ça fait un peu plus de 10 ans que c'est arrivé en France. Donc ça touche toutes les couches de la population, tout le monde, toute la pyramide des âges. Voilà, tout le monde peut en faire, puisqu'il suffit de s'inscrire sur un site internet, et ensuite c'est parti pour l'aventure. Il y a quelques explications, mais après c'est assez simple. Et effectivement, lorsqu'on participe à ce qu'on appelle, ce que je dis dans le livre, des events, donc c'est des événements autour du géocaching. Bon, là, ça fait 1 an qu'il n'y en a pas eu, mais lorsqu'on participe à ce genre d'événement, on voit bien qu'il y a toutes les couches de population, des plus jeunes, des plus âgés. Vraiment, tout le monde est représenté, et ça plaît à tout le monde. Et moi, dès que je fais découvrir ça à des amis, c'est vrai que ça leur plaît. Alors, ils ne deviennent pas forcément addicts, mais en tout cas, voilà, ils savent que quand ils font des balades avec les enfants, ils peuvent aller faire des caches, qu'on appelle trouver des caches. Voilà, ouais, ça donne aussi un but de balade lorsqu'on veut se promener, par exemple, avec les enfants. Oui, donc c'est une activité familiale. Ça peut être une activité familiale. On peut le faire en famille, en couple, entre amis. Voilà. Il y a plein de façons de pratiquer. Il y en a qui font tout seul aussi. Ça se fait très C'est bien. une façon un peu de pimenter les balades qu'on peut faire. Ouais, les balades, les sorties du week-end, trouver une idée de sortie. Et puis... donc on le verra, mais de découvrir des choses à 2 pas de chez nous finalement, des choses qu'on connaissait pas, des lieux, des lieux un petit peu secrets et qui sont très intéressants. On découvre beaucoup de choses aussi sur l'histoire, l'histoire de notre région, l'histoire même de notre ville, des fois. Donc on apprend beaucoup de choses, on découvre beaucoup de lieux intéressants. Et c'est ça qui m'a donné envie à chaque fois de continuer à faire du géocaching. C'est vraiment il y a des lieux qu'on découvre et qui sont incroyables. Et dans ce livre-là, j'y ai mis les lieux qui m'ont le plus marqué lorsque j'ai fait du géocaching, et des lieux que j'ai découverts grâce au géocaching que j'aurais pas découvert autrement, ou alors découvert beaucoup plus tard. Même pas dans les guides touristiques. Et il y a des choses qui ne sont pas dans les guides touristiques. Alors, je ne sais pas par rapport aux lieux qui sont dans le livre, puisque j'ai pas de guide touristique sur la région rennaise. Mais par contre, je me rappelle d'une fois, on est allé en vacances dans le Pays Basque, et on a découvert un cimetière marin, donc avec des tombes faites en sable,
des petits monticules de sable et des coquilles Saint-Jacques. Et j'avais cherché dans le guide, je n'avais pas du tout trouvé, et c'était même pas évoqué dans le guide touristique. C'est pourtant un guide très célèbre. Et du coup, avec le géocaching, on a découvert ce lieu et c'est un lieu incroyable. On est hors du temps là. Et voilà, c'est ce genre de lieu, c'est cette magie qui opère lorsqu'on découvre quelque chose dont on ne soupçonnait même pas l'existence. Et qui est adapté à tout le monde finalement, même les enfants ils trouvent leur compte, enfin tout le monde est content. On trouve des petites boîtes, il peut y avoir des petits trésors, on peut faire des échanges d'objets, donc les enfants peuvent être très contents. Moi j'ai 2 enfants, ils sont très contents de regarder ce qu'il y a dans la boîte comme petit trésor. Ah tiens, est-ce que je peux prendre ça? Et puis on échange avec un autre objet. Voilà, donc c'est vraiment un but de balade pour la famille, pour les enfants, pour tout le monde. Très bien. Alors, je rappelle le titre de ce roman, donc Géocrime. Et donc, on en reste là pour aujourd'hui. Et puis, on se retrouve demain pour encore plus d'explications parce que c'est quand même un fonctionnement bien particulier, ce géocaching. Il y a un vocabulaire particulier. Et un vocabulaire. J'ai essayé d'expliquer au mieux dans le livre. Je vous dis à demain. À demain. Sébastien Guilleux, Géocrime. Jeudi 5 octobre 2017. Les ruines de la grande bâtisse impressionnaient. Guillaume n'était pas rassuré en ce lieu. Le jour n'était pas encore levé et il faisait bien sombre. Il était habitué à se promener seul tôt le matin, mais aujourd'hui, il avait une impression bizarre. Peut-être étaient-ce les hauts murs de cette ancienne abbaye qui le rendaient parano. Un léger vent faisait bruisser les feuilles. Il s'était arrêté pour regarder son GPS. La cache n'était qu'à une 20aine de mètres. Tout avait commencé par hasard 2 ans plus tôt. Guillaume chassait les champignons avec sa femme et ses 2 enfants en forêt. Ils étaient tombés sur un drôle de spécimen. Il s'agissait d'un cep en porcelaine. Ce faux champignon était creux et dissimulait des choses à l'intérieur. Élodie lui avait dit de ne pas y toucher. Il s'agissait peut-être d'une cachette pour le trafic de drogue. Mais son mari était curieux et avait voulu en avoir le cœur net. Il avait enlevé le capuchon sous le cep et sorti un rouleau de papier ainsi qu'une figurine représentant un éléphant. Qu'est-ce que c'était ? En défaisant le rouleau de papier, il trouva une petite notice lui expliquant que cette boîte faisait partie d'un jeu au nom incompréhensible, le géocaching. Aujourd'hui, Guillaume chassait des boîtes partout. Il était devenu complètement addict au géocaching. Le jeu était simple. Tout d'abord, des placeurs dissimulaient des boîtes de toutes formes dans n'importe quel lieu. Puis, munis des coordonnées GPS, les autres joueurs devaient retrouver cette cache. Une fois la boîte en main, le géocacheur devait signer un logbook et pouvait échanger de petits objets. Une inscription gratuite sur le site internet officiel suffisait pour commencer à jouer. Le jeu était né aux États-Unis dans les années 2000 et s'était progressivement imposé comme un vrai loisir partout dans le monde. Avec environ 7 millions de joueurs et plus de 3 millions de caches sur la planète, Guillaume avait de quoi s'amuser pour longtemps. Le jeune homme était rapidement devenu accro et cherchait toujours à être le premier à trouver une nouvelle cache. Pour cela, il avait paramétré son compte géocaching afin de recevoir des alertes lorsqu'une cache venait d'être publiée. Il avait reçu le mail sur son téléphone hier soir vers 23h30, mais il venait de se mettre au lit. La cache était à une 15aine de kilomètres de son domicile. Il avait modifié le réglage du réveil pour être levé plus tôt et faire un petit crochet avant de se rendre au travail. Cette nouvelle cache était sur le site du Nid aux Merles, à Saint-Sulpice-la-Forêt, où se trouvent les ruines de l'abbaye Notre-Dame du Nid aux Merles.
Une brève description historique du lieu accompagnait les précieuses coordonnées. Guillaume avait garé sa voiture sur le parking de l'Institut médico-éducatif à proximité et s'était dirigé, GPS à la main, vers les imposantes ruines. Il progressait lentement dans les vestiges de l'abbaye à la lueur de son vieux téléphone portable qui ne disposait pas de lampe torche. Il avait du mal à se repérer et se retrouva dans une petite alcôve. La cache était tout près, à moins de 5 mètres. Avec son GPS d'une main et son téléphone de l'autre, il commença à inspecter le mur en face de lui. Il fouilla quelques trous sans rien trouver. Soudain, alors qu'il approchait sa main d'une énième anfractuosité, une chauve-souris s'en échappa rapidement, ce qui le fit sursauter. Il venait de se faire une belle frayeur. Le cœur battant à tout rompre et le front en sueur, il s'assit le long du mur pour reprendre ses esprits. Il se frotta le front avec le dos de la main droite et ses yeux tombèrent sur une chose qui brillait sur le sol en face de lui à une dizaine de mètres. Près de cette lueur, une masse sombre. Il se releva et s'approcha. Guillaume devint livide. La lueur était celle d'un téléphone portable. Un individu était allongé à côté et sa main tenait encore le smartphone. Le géocatcheur resta interdit. Il ne pouvait pas voir le visage, mais reconnut des traces caractéristiques. Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Il va voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de Sarzeau. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8.